Dans cette vidéo, nous allons voir comment les molécules, les atomes ou les ions s'attirent les uns les autres au niveau microscopique à l'état solide ou liquide. Voici un exemple de solide ionique. Un solide ionique est un assemblage d'ions positifs, les cations, et d'ions négatifs, les anions, régulièrement disposés dans l'espace. Un solide ionique est électriquement neutre, il contient autant de charges positives que de charges négatives. Ici on compte 4 ions négatifs, donc 4 moins, et 4 ions positifs, donc 4 plus. Chaque ion est plus proche d'un ion de signe contraire que d'un ion de même signe, donc l'attraction l'emporte sur la répulsion. En effet, les ions de même signe sont éloignés d'une diagonale de carré, alors que les ions de signe contraire sont éloignés d'un côté du même carré. Et dans un carré, le côté est plus petit que la diagonale, donc les ions de signe opposé sont plus proches que les ions de signe égaux. L'interaction électrostatique entre les ions de charge contraire assure la cohésion des solides ioniques, ce qu'on appelle la force de Coulomb. Les ions positifs sont attirés par les ions négatifs, et les ions négatifs sont attirés par les ions positifs. Les molécules, elles, sont neutres électriquement, pas comme les ions. A priori, elles ne peuvent pas s'attirer comme les ions, qui ont des charges électriques. Mais nous avons vu dans la leçon précédente que certaines molécules sont polaires, c'est-à-dire qu'elles se comportent comme des petits dipôles avec une charge positive et une charge négative. Les zones qui portent des charges partielles opposées s'attirent. Par contre, l'attraction sera plus faible que l'attraction entre les ions, car les charges sont plus faibles. Si les molécules sont apolaires, ou si on considère des atomes, les charges sont parfaitement réparties et tout est parfaitement neutre. Mais lorsque les atomes ou les molécules s'approchent les unes des autres à une distance inférieure à 5 nanomètres, le nuage électronique se déforme et les molécules deviennent polaires, même si elles ne l'étaient pas de façon permanente. C'est pareil pour les atomes. On appelle cette interaction l'interaction de Van der Waals. C'est une interaction de type électrostatique, comme celle entre les ions ou les molécules polaires, mais encore plus faible. L'interaction de Van der Waals n'est pas la même pour tous les atomes ou toutes les molécules. Elle est plus forte si les atomes contiennent beaucoup d'électrons et si les molécules sont très volumineuses. Dernière façon pour les molécules de se rapprocher, ce qu'on appelle les ponts hydrogènes. Un pont hydrogène se forme lorsqu'un atome d'hydrogène, lié par une liaison de valence à un atome très électronégatif, interagit avec un autre atome également très électronégatif et porteur d'un doublet non liant. On va simplifier, donc le pont hydrogène, c'est ce qui lie un atome H avec un doublet non liant d'un atome très électronégatif, comme ici le fluor. On va retenir que les atomes responsables des ponts hydrogènes sont l'atome d'oxygène, de chlore, le fluor et l'azote. On retiendra que toutes les molécules possédant un groupement OH présentent des ponts hydrogènes, comme l'eau ou l'éthanol. Nous allons voir ce qui se passe quand on dissout un solide ionique dans l'eau, comme lorsqu'on met simplement du sel dans l'eau des pâtes. Comment les molécules d'eau peuvent dissoudre un soluté ionique? D'un côté, on a des ions, de l'autre côté des molécules, a priori il n'y a pas de point commun. Sauf que la molécule d'eau est polaire, et du coup elle peut interagir avec les ions du solide ionique grâce à ses charges partielles. La dissolution d'un solide ionique se déroule alors en 3 étapes. Première étape, la dissolution du solide ionique. Les molécules d'eau s'approchent du solide pour casser les interactions électrostatiques qui existent entre les cations et les anions. Deuxième étape, la solvatation. Les molécules d'eau entourent les ions, on dit qu'ils sont alors solvatés ou hydratés, ces ions. Troisième étape, la dispersion. Les ions solvatés s'éloignent du solide et se dispersent parmi les molécules d'eau. Nous allons voir maintenant comment écrire l'équation chimique d'une dissolution. Nous allons commencer par l'exemple du sel, le chlorure de sodium. Voilà à quoi ressemble l'équation. NaCl flèche Na+, plus Cl-. NaCl, c'est le chlorure de sodium. Na+, c'est l'ion sodium. Et Cl-, c'est l'ion chlorure. On ajoute un petit S entre parenthèses à côté de NaCl pour indiquer que le cristal ionique est solide au départ. Et on ajoute des petits AQ entre parenthèses à côté des ions pour indiquer qu'ils forment à présent une solution aqueuse car le solvant est l'eau. L'équation de dissolution se lit. Lorsque l'on met un cristal de chlorure de sodium solide dans l'eau, les ions se séparent pour former une solution aqueuse avec l'eau. Nous allons maintenant voir comment écrire le nom d'un cristal ionique parce que, comme souvent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Prenons l'exemple du chlorure de magnésium. L'ion chlorure c'est Cl- et on sait que l'ion magnésium c'est Mg2+. L'ion chlorure a une charge moins, l'ion magnésium a 2 charges plus. -1 plus 2 égale +1. C'est pas neutre. Pour que le cristal soit neutre, il faut que la somme des charges soit égale à 0. Du coup, si on met 2 Cl- pour 1 Mg2+, ça va nous faire 2 fois -1 plus 2, et ça c'est égal à 0, c'est neutre, tout va bien.
Donc le chlorure de magnésium compte 2 fois plus d'ion chlorure que d'ion magnésium. Maintenant, pour écrire le nom du cristal ionique, on commence par l'ion magnésium, même si c'est lui que l'on entend en dernier dans chlorure de magnésium. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ensuite, on met le chlorure derrière, et on n'oublie pas le petit 2 en indice pour indiquer qu'il y a 2 Cl pour 1 Mg. Donc la formule du chlorure de magnésium est celle-ci, MgCl2. Écrivons maintenant l'équation de dissolution. MgCl2 solide, on n'oublie pas le petit S entre parenthèses, donne 2Cl-aqueux plus Mg2 plus aqueux. On n'oublie pas les petits AQ entre parenthèses pour dire que c'est en solution aqueuse. Deuxième exemple, le sulfate d'aluminium. La formule de l'ion sulfate, c'est SO4-, la formule de l'ion aluminium, c'est Al3+. Regardons les charges. Moins 2 pour SO4-, et plus 3 pour Al3+. Moins 2 plus 3, ça fait 1, c'est pas neutre. Comment faire en sorte que les charges plus et moins s'annulent? Si on multiplie le sulfate par 3, ça fera 3 fois moins 2 égale moins 6. Si on multiplie l'aluminium par 2, ça fera 2 fois plus 3, ça fait plus 6. Donc, 3 fois moins 2 plus 2 fois plus 3 égale 0, c'est neutre, on a gagné. Ça revient un peu à mettre deux fractions sur le même dénominateur, on multiplie en fait l'un par l'autre, le 3 par le 2 et le 2 par le 3. Pour écrire la formule du cristal, on met l'aluminium en premier, ensuite on met le sulfate derrière, on n'oublie pas le petit 2 en indice de l'aluminium, et on met un 3 en indice de tout SO4. Donc on le met entre parenthèses, parce que le 3, il multiplie tout SO4. Écrivons maintenant l'équation de dissolution. Al2SO4 3 fois solide, donne 3SO4- aqueux plus 2Al3+ aqueux. On sait déjà faire pas mal de trucs, mais maintenant on va voir comment calculer la concentration des ions dans la solution aqueuse à la fin de la dissolution. Reprenons notre dernier exemple. Al2SO4 3 fois solide donne 3SO4- aqueux plus 2Al3+ aqueux. Le cristal de sulfate d'aluminium est un assemblage d'ions 2- et 3+. Il y a 2 ions 3+ pour 3 ions 2-. Du coup, quand on met le cristal dans l'eau, un cristal de sulfate d'aluminium libère 3 ions sulfate, 3 ions 2-, et 2 ions aluminium, 2 ions 3+. Si on met dans l'eau n mol de cristal ionique, on aura dans l'eau 3 fois n mol d'ions 2-, et 2 fois n mol d'ions 3+. Mais ce que l'on cherche à calculer ici, c'est la concentration. Et la concentration C égale N divisé par V, où V est le volume de la solution. Donc si on divise les quantités de matière des ions 2- et 3+ par V, on obtient la concentration de chacun des ions. La concentration en SO4-, ça sera 3 fois C, et la concentration en ion aluminium, ça sera 2 fois C. Voilà comment ça s'écrit. Concentration en ion SO4-, égale 3C, concentration en ion Al3+ égale 2C. Quand on écrit un ion entre crochets, c'est égal à sa concentration. Donc, si on résume, on sait que la concentration en SO4-, vaut 3C et celle en Al3+ vaut 2C. Mais là, vous vous dites sûrement, c'est quoi C? Comment on le calcule? On va regarder ça sur un exemple. Si on met 3 mol de Al2SO4 3 fois pour former 50 ml de solution, C, c'est N divisé par V. Avant de faire le calcul, on convertit le volume en litres. Pour passer de millilitres en litres, on divise par 1000. Milli, 1000. On trouve 0,05 litres. Et C vaut 3 divisé par 0,05, ça fait 60 mol par litre. Bien. Petit c est appelé concentration en soluté apportée. Le soluté ici, c'est le cristal ionique que l'on met ensuite dans l'eau. On peut ensuite calculer facilement la concentration en ion sulfate, ça fait 3 fois 60, ça fait 180 mol par litre. Et la concentration en ion aluminium, ça vaut 2 fois 60, ça vaut 120 mol par litre. Dans cette partie, nous allons voir ce qu'est la solubilité d'un solvant. La solubilité, notée S, exprimée en grammes par litre d'une espèce chimique, correspond à la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant. La solubilité dépend de la température et de la nature du solvant. Plus les interactions sont nombreuses entre le soluté et le solvant, plus le soluté est soluble dans le solvant. Du coup, dans les solvants polaires, les solutés très solubles sont les ions, les molécules polaires, les molécules avec un groupement OH qui créent des ponts hydrogène. Et dans les solvants apolaires, les solutés les plus solubles sont les molécules apolaires aussi. Ça c'est facile à retenir, qui se ressemblent, s'assemblent. Regardons ici quelques molécules. L'acétone est polaire à cause de la double liaison OC. Le cyclohexane est apolaire car il n'y a que des liaisons CC ou CH. Le diode est apolaire car les deux atomes qui composent la molécule sont identiques, donc il n'y a pas de différence d'électronégativité. Et l'eau est polaire à cause des deux liaisons OH et de la forme coudée de la molécule, on l'a vu dans la leçon précédente. Du coup, en regardant ce tableau, on en déduit que
Le diode est une molécule apolaire, elle est soluble dans un solvant apolaire comme le cyclohexane. Vérifions dans ce tableau, on voit que la solubilité du diode est beaucoup plus faible dans l'eau que dans le cyclohexane. Le diode n'est pas du tout soluble dans l'acétone qui doit être trop polaire. L'eau iodée est un mélange d'eau et de diode. On peut récupérer le diode dans l'eau avec du cyclohexane car il ne se mélange pas avec l'eau et le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Cette technique est appelée extraction par solvant. Par contre, on ne peut pas récupérer le diode dans l'eau avec de l'acétone car l'acétone se mélange à l'eau et le diode n'est pas soluble du tout dans l'acétone. Nous allons finir cette partie en voyant ce qu'est la miscibilité des liquides. Des liquides sont miscibles lorsqu'ils se mélangent l'un avec l'autre pour former un mélange homogène, par exemple l'eau et l'éthanol. Si deux liquides sont non miscibles, ils forment un mélange hétérogène, par exemple l'eau et l'huile. Reprenons nos molécules polaires et apolaires. L'eau et l'acétone sont miscibles car ces deux molécules sont polaires. L'eau et le cyclohexane sont non miscibles car l'eau est polaire mais pas le cyclohexane. On va finir par deux exercices pour tout déchirer au contrôle. Exercice 1. On donne la formule des ions phosphate et potassium, la masse de soluté, ici 5 g, et le volume de la solution, ici 100 ml. On donne aussi les masses molaires du phosphore, de l'oxygène et du potassium, et on demande de trouver la formule du phosphate de potassium, d'écrire l'équation de dissolution du phosphate de potassium, de calculer la masse molaire du phosphate de potassium, de calculer la concentration en soluté apportée petit c, et de calculer la concentration de chacun des ions. Vous pouvez faire pause, et ensuite on corrige. Pour répondre à la première question, on a besoin des formules des ions. Phosphate c'est PO4 3-, potassium c'est K+. On regarde les charges, 3- pour l'ion phosphate, plus 1 pour l'ion potassium. Pour que ce soit neutre, on doit mettre 3 potassium pour 1 phosphate. La formule du cristal ionique sera K en premier avec un 3 en indice, puis PO4, ça fait K3PO4. L'équation de dissolution, c'est facile, on met le cristal à gauche et les ions à droite avec les coefficients et des plus pour séparer. K3PO4 donne PO4 3- plus 3K+, et on n'oublie pas le petit S pour le cristal et les petits AQ entre parenthèses pour les ions. La masse molaire du phosphate de potassium se calcule avec la formule du cristal et les masses molaires des différents atomes. Ici, la masse molaire de K3PO4, ça fera 3 fois la masse molaire de K, donc 39, plus 31, ça c'est la masse molaire de P, plus 4 fois la masse molaire de O, c'est 16, et on trouve 212 grammes par mol. Pour calculer petit c, on va garder dans un coin la masse molaire du cristal ionique. Et on a besoin de deux formules, C égale N divisé par V, et petit n égale petit m divisé par grand M. Donc la quantité de matière petit n vaut la masse divisée par la masse molaire. On calcule d'abord petit m sur grand M, ça fait ici 5 grammes divisé par 212 grammes par mol, ça fait 0,0236 mol. Et la concentration, c'est N sur V, 0,0236 divisé par 0,1, étant donné que le volume c'est 100 ml divisé par 1000, ça vaut 0,1 pour l'avoir en litres, et on trouve une concentration de 0,236 mol par litre. Pour calculer la concentration à chacun des ions, on va garder la valeur de C dans un coin. D'après les coefficients, on sait que la concentration en ion PO4 3- vaut C, et celle en ion K+, vaut 3C. Du coup, on trouve les concentrations suivantes. Donc C pour PO4 3- et pour K+, 3 fois C, donc 3 fois 0,236 égale 0,708 mol par litre. Exercice 2, on donne la formule des ions carbonate et calcium. La masse de soluté, c'est maintenant 10 grammes. Le volume de la solution, c'est 250 ml. On donne aussi les masses molaires du carbone, de l'oxygène et du calcium. Et on demande la même chose que dans l'exercice précédent. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Pour trouver la formule du carbonate de calcium, on a besoin des formules des ions. Alors, ici c'est CO3- pour carbonate et Ca2+ pour calcium. On ajoute les charges, -2 plus 2, c'est neutre, on n'a rien à faire. La formule du carbonate de calcium, ça sera simplement CaCO3, on n'a pas besoin de mettre de coefficient. Ensuite, l'équation de dissolution, on met le cristal à gauche, les ions à droite, on met une flèche et un plus, voilà, et on n'oublie pas le petit S et les petits AQ de chaque côté. Donc la masse molaire du carbonate de calcium, on prend la formule CaCO3 et on va chercher les masses molaires de chacun des atomes. Donc on va trouver 40, c'est la masse molaire du calcium, plus
12, c'est la masse molaire du carbone, et 3 fois 16, parce qu'il y a 3 oxygènes, et on trouve 100 grammes par mol. On va garder dans un coin ce 100 grammes par mol, et on va calculer petit c, avec les deux formules, toujours C égale N sur V, et N égale petit m sur grand M. Petit n, on le calcule en faisant la masse divisée par la masse molaire. Ici, la masse c'est 10, la masse molaire c'est 100, donc on trouve 0,1 mol. Et la concentration, c'est petit n divisé par V, 0,1 divisé par 0,25, étant donné que le volume c'est 250 ml divisé par 1000, ça fait 0,25, et 0,1 divisé par 0,25, on trouve 0,4 mol par litre. Ici, pour trouver la concentration de chaque adhésion, c'est facile, le coefficient devant chaque adhésion c'est 1, donc du coup, la concentration en chaque adhésion c'est C directement, tout le monde est égal, et on trouve 0,4 mol par litre pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous dis à bientôt, vers la chimie et au-delà.